Rencontre et l'avocat Olivier Cousy, l'un des ténors du barreau de Paris. Bonjour. Bonjour. Vous avez accepté notre invitation à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, avec une question qu'on évoque rarement dans les médias. Le droit francophone est-il menacé par l'influence grandissante du droit anglo-saxon? Alors, première question, Olivier Cousy. La plupart des pays francophones ont-ils un droit proche du droit français? Oui. Le droit français, ou le droit qu'on appelle aujourd'hui continental, ou aussi romano-germanique, c'est un droit qui est à l'origine le même droit que le droit civil. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de notre droit? Alors évidemment, vous n'allez pas développer tout ça pendant notre entretien, mais pour que l'on comprenne bien la différence avec le droit anglo-saxon. Il faut être un tout petit peu cocorico et se rappeler que le droit civil, c'est Napoléon qui a créé un code avec l'ambition d'unifier dans un même territoire les règles juridiques qui jusqu'alors étaient différentes selon les régions, étaient différentes selon les coutumes. Donc la démarche du Code civil, c'est une démarche de civilisation, et c'est une démarche qui consistait à rédiger des dispositions d'intérêt général sous forme d'articles. Et cette démarche-là, elle était portée par Napoléon à l'époque, elle s'est imposée en Europe, et elle s'est imposée ensuite dans tous les pays qui ont été, alors, plus ou moins colonisés au sens propre ou au sens militaire, mais elle s'est imposée, cette tradition, dans beaucoup de pays. La majorité des pays du monde sont aujourd'hui de tradition civiliste. Et donc ces pays qui ont été francophones du fait notamment de la colonisation ont pris aussi, ont gardé l'héritage du droit français. Ça facilite actuellement les échanges? Exactement. Dans la plupart des pays qui sont des pays francophones, on parle évidemment du continent africain à ce stade, dans ces pays, mais aussi en Amérique du Sud, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, l'association entre la culture francophone et la culture juridique permet à des entreprises qui sont des entreprises européennes, permet à des acteurs sur ces marchés d'intervenir dans un climat juridique, dans un cadre juridique qui est plus familier avec ceux qu'ils ont l'habitude de pratiquer. C'est-à-dire qu'on parle la même langue, c'est-à-dire la même langue, c'est-à-dire le français quand ce sont des pays francophones, mais surtout la même langue juridique. Exactement, c'est exactement ça. C'est une langue juridique et qui est exprimée en français dans les pays francophones, mais qui peut s'exprimer en espagnol ou en portugais au Brésil ou en espagnol en Argentine. Vous qui êtes avocat au barreau de Paris, quand vous allez en Afrique, vous êtes aussi à l'aise qu'à Paris quand vous avez à traiter des affaires juridiques? Alors bien sûr, il faut qu'il y ait, quand on travaille sur ces pays, moi j'y vais souvent, je me rends souvent en Afrique, et bien sûr il faut travailler avec des correspondants locaux qui connaissent les spécificités locales du droit, mais on est dans une situation familière sur des concepts de concession, des concepts de contractuels, des concepts de garantie, des concepts de sécurité hypothécaire, des concepts qui sont des concepts que les pays ont adaptés, chacun à leur rythme, du droit qui est le droit continental au départ. Alors on en vient à notre question, Olivier Cousy. Les grandes compagnies internationales sont la plupart du temps américaines. Là, on est dans le droit anglo-saxon? Alors, l'application du droit anglo-saxon a été facilitée par la puissance économique des banques et des systèmes financiers américains et anglais. Et c'est vrai que sur le droit, ce qu'on appelle le droit financier, sans rentrer trop dans la technique, mais sur la mise en place des opérations de financement, le droit anglais ou le droit américain se sont imposés internationalement. Lorsque vous voulez financer la construction d'une centrale ou la construction d'une infrastructure importante, la partie financement est régie par le droit anglais ou américain. En revanche, la partie investissement, la partie création de société, la partie sécurité, la partie garantie qui sont apportées, elle est gérée par le droit qui est un droit continental. Il existe aujourd'hui l'OHADA, qui est un organisme qui regroupe et qui centralise le droit des pays d'Afrique, de certaines zones géographiques. Il y a la CEDEAO, il y a l'OHADA, et ce sont des organismes qui impliquent et appliquent des principes de droit civil
à plusieurs pays avec une uniformisation de ces droits. C'est une grande sécurité pour le droit des affaires et pour les investissements en Afrique, et comme on le sait, le continent d'avenir. Quelle est la spécificité du droit anglo-saxon d'inspiration common law? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, vous me pardonnerez. Non, qu'est-ce que ça veut dire common law? Ça veut dire qu'on se fixe pour règle d'appliquer les décisions précédentes de la jurisprudence. Et donc, c'est un droit dont on dit qu'il n'est pas écrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un article. Il y a la référence qui est faite à une décision de justice précédente. Donc, c'est un droit sur les précédents. Il a une qualité, c'est qu'il est, souple. Et il y a une difficulté, c'est qu'il est plus difficilement prévisible pour les entreprises, plus difficilement prévisible parce qu'il y a une évolution, il y a une possibilité d'avancer de ces droits qui ne sont pas, qui sont moins cadrés ou moins fixes que le texte des lois. Alors, le code américain existe, il y a des textes aux États-Unis qui sont des textes écrits, il y a une partie de la jurisprudence dont on tient compte en droit français, donc les deux droits s'interpénètrent évidemment. Aujourd'hui, au niveau international, les deux ont des connexions. Prenons l'exemple d'une société française qui serait en conflit avec une société américaine. Le droit français s'applique si le contentieux se déroule en France, le droit anglo-saxon si ça se déroule aux États-Unis. C'est plus compliqué que ça? Non, c'est pas plus compliqué, mais c'est l'enjeu pratique de la négociation du contrat, souvent, de savoir quel est le droit applicable. Alors, si c'est une société américaine et une société française, la société française va demander le droit français, la société américaine va demander le droit américain, et au bout du compte, en général, on choisit un droit tierce. Et les deux parties disent on va faire un arbitrage soumis au droit suisse ou soumis à un autre droit. Qu'est-ce que la mondialisation a changé sur la conception que l'on peut avoir du droit, que l'on soit dans un pays anglo-saxon ou un pays francophone? Je crois qu'il faut voir cela comme une compétition. Il y a une véritable compétition. On connaît la compétition économique, on sait y répondre, on sait se défendre. On a moins la conscience et la perception de la compétition juridique. Or, le droit est un outil du développement économique. Il y a un rapport Attali en 2014 qui a été rendu au président de la République sur les développements de la francophonie, dans lequel Jacques Attali montrait de manière très précise de quelle manière le droit était inscrit dans le développement économique. Donc je crois qu'il faut être lucide. Il y a une compétition, il y a un syncrétisme, parce que les deux, dans la pratique, s'utilisent. Dans les contrats internationaux, comme je le disais, on peut utiliser des clauses de financement qui sont de droit anglo-saxon, des clauses de garantie qui sont de droit civil. Ça, c'est un peu technique, mais globalement, ce qu'il faut retenir, on est en pleine semaine de la francophonie. Il y a aujourd'hui une nécessité de défendre le droit civil, le droit continental dans les pays qui le pratiquent, et cette défense, elle passe par la présence aux côtés des autorités, des acteurs économiques, des pays, notamment du continent africain, de compétences en droit civil. Vous êtes un praticien du droit, avocat au barreau de Paris. Est-ce que les politiques ont la même conscience que vous des enjeux économiques qu'il y a à utiliser un droit plutôt qu'un autre? Je pense qu'il faudrait que les politiques viennent faire parfois quelques missions à Cotonou ou à Ouaga ou ailleurs pour constater que je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a d'abord une demande locale. C'est-à-dire que les confrères avec lesquels nous travaillons, les avocats qui sont impliqués dans ces pays, c'est valable sur le droit des affaires, c'est aussi valable sur la défense des droits de l'homme. Il y a une vraie demande d'être accompagné, d'avoir des meilleures pratiques, de connaître ces meilleures pratiques et de coopération au sens simple du terme. Et cette demande n'est pas toujours entendue par les politiques, notamment en France. Prenons l'exemple des pays du Maghreb qui ont des liens très forts avec la France. Dans ces pays-là, est-ce que le droit anglo-saxon commence à s'implanter au détriment du droit continental ? Alors, je pense que sur le droit des affaires, oui, dans les éléments qu'on évoquait, mais sur le plan, ne serait-ce que des libertés publiques, par exemple, quand on voit le travail admirable de confrères comme les confrères tunisiens qui ont été couronnés par le prix Nobel, on voit bien que les concepts de liberté publique, les concepts de liberté de la défense, les concepts d'indépendance des professions juridiques sont des concepts qui sont évidemment aussi existants sous une autre forme dans la conception anglo-saxonne, mais qui fonctionnent bien et qui correspondent à des principes qui sont des principes de droit civil qui existent
dans le droit local, qui sont en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et qui sont très utiles ne serait-ce que pour ces libertés publiques et la défense de cette citoyenneté. Vous avez fait référence, Olivier Cousy, à la Tunisie et aux avocats qui ont obtenu en partie ce prix Nobel de la paix qui a été donné à 4 instances tunisiennes. Votre profession, la profession d'avocat, vous êtes aussi les garants de la démocratie? Absolument. Là, je crois qu'il faut que l'on comprenne que les avocats sont des citoyens qui ne sont pas au-dessus des lois, mais qui sont des citoyens qui connaissent les lois. Et donc le rôle de l'avocat dans la cité, c'est de défendre à la fois ses clients, bien sûr, mais de défendre une conception de la liberté, une conception des libertés publiques et d'être présent aux côtés dans les situations, aux côtés des personnes qui sont victimes d'atteintes à des droits fondamentaux. Est-ce que le droit anglo-saxon, Olivier Cousy, est d'inspiration libérale? En clair, est-ce que l'idéologie libérale s'exporte à travers ce droit? C'est une question que je ne suis pas forcément... j'ai pas la réponse comme ça. L'idéologie, je le disais tout à l'heure, il y a une compétition. Le droit est un instrument. Donc à partir du moment où vous avez une entreprise dominante, elle va essayer d'utiliser le droit qui lui est le plus familier pour imposer ces règles qui lui permettent de travailler. De ce point de vue-là, le libéralisme dans la caricature qu'on peut en faire de l'arrivée d'entreprises mondialisées, ces entreprises mondialisées, alors évidemment sur le domaine d'Internet que je connais bien, ce sont à l'essentiel des entreprises américaines. Par conséquent, ces entreprises américaines vont avoir tendance à préférer utiliser un droit qu'elles connaissent bien, qui est le droit américain. Donc de ce point de vue-là, le libéralisme de l'investissement de l'entreprise au niveau de la mondialisation va de pair avec le droit qu'elles apportent. Est-ce que par nature, là il faudrait poser la question à un philosophe du droit, ce que je ne suis pas, est-ce que par nature le droit anglo-saxon est plus proche d'une notion de libéralisme? Très franchement, je ne saurais pas répondre. Alors, on sait que Hollywood est un vecteur d'influence pour les États-Unis. La France, son vecteur d'influence, c'est notamment son réseau de lycées français à travers le monde. Est-ce que le droit, c'est aussi un moyen d'influence? J'ai utilisé un terme anglo-saxon. Est-ce que c'est du soft power, le droit? Absolument, totalement. C'est exactement ce que je disais sur la compétition. Nous sommes effectivement sur des questions d'influence, qui sont des influences économiques, l'utilisation du droit, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la diffusion, comme vous le disiez, de séries télévisées. On est parfois aujourd'hui surpris en France de voir des gens qui se présentent devant le tribunal en disant « Votre honneur », on dit Monsieur le Président lorsqu'on se présente devant un président, Monsieur ou Madame la Présidente, quand on se présente devant un tribunal en France, c'est pas votre honneur, mais votre honneur c'est parce qu'on l'a entendu à la télévision. Alors justement, quand vous voyez de temps en temps le droit évoluer aussi dans la sphère pénale, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi une certaine influence du droit américain, du droit anglo-saxon? Alors de ce point de vue-là, le droit anglais bénéficie d'un habeas corpus, qui est le droit des libertés fondamentales, dont on peut dire que la France, en tout cas, pourrait s'inspirer, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes garanties de droits fondamentaux en France, notamment avec les dispositions sécurité, liberté et ce qu'on vit actuellement, ce qui est aussi la réaction à un état d'urgence, donc qui justifie des situations exceptionnelles. De ce point de vue-là, il y a effectivement des principes de liberté individuelle, de protection des droits fondamentaux qui existent dans les deux systèmes. Je pense par exemple au plaidé coupable. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais le plaidé coupable, on a le sentiment que ça vient des États-Unis. Oui, c'était l'idée que on peut faire une sorte de transaction ou d'accord sur une culpabilité. Donc c'est vrai que c'est un moyen d'obtenir une décision plus rapide, c'est un moyen éventuellement très pragmatiquement d'économiser du temps et de l'argent et de l'énergie. C'est une conception qui vient plutôt effectivement d'un monde américain. C'est une conception qui a du mal à s'implanter en France.
Olivier Cousy, le droit anglo-saxon prospère donc dans l'espace francophone, c'est ce que vous nous dites à ce micro. Est-ce que les étudiants des pays arabes, des pays africains sont formés à cela? Est-ce que ça signifie que les entreprises anglo-saxonnes arrivent avec leurs propres équipes d'avocats dans ces pays-là? Oui, il y a les deux. Je crois d'abord que pour répondre à la première partie de votre question, je pense qu'on n'a pas assez, et je le disais sur l'éducation, je pense que c'est le rôle de la France, c'est le rôle des pays francophones, le rôle des pays de droit civil, d'offrir aux étudiants qui sont dans ces pays des formations, des facilités pour venir étudier en France, ce que font pas mal de formations, notamment américaines. Ça, c'est une façon de protéger aussi la francophonie, ça, de permettre aux étudiants en droit de venir Exactement. aussi en France. Je crois qu'il faut développer plus que protéger. Il faut effectivement permettre à ces étudiants, favoriser les conditions dans lesquelles ces étudiants peuvent venir étudier, il y en a beaucoup, venir en France, venir obtenir des diplômes. La deuxième question, c'était sur les entreprises qui arrivent avec leur staff d'avocats dans les pays francophones, alors, les entreprises anglo-saxonnes. Là, on a une difficulté très concrète, c'est que les avocats qui sont les plus à même de travailler dans ces pays sont d'abord les avocats du pays et les cabinets qui sont plutôt des cabinets français et parisiens. Donc il y a beaucoup de cabinets développent des pratiques dirigés vers le continent africain, dirigés vers les pays francophones, et il se trouve que des cabinets américains ou les cabinets anglais développent également ces pratiques, mais dans la plupart des cas, ils vont développer ces pratiques avec des avocats, des experts ou des confrères qui sont spécialistes du droit français et civil. Olivier Cousy, je sors un peu du sujet qu'on aborde depuis le début de cette émission, mais vous avez fait référence à l'éducation. Alors, j'aimerais qu'on parle du droit à l'école. Hier avait lieu à Paris la Coupe nationale de l'organisation Initia Droit du barreau de Paris. Cela s'est passé au Conseil économique et social. Vous étiez membre du jury. Il y a eu des diplômes qui ont été remis. Oui, il y a eu des prix. Alors, Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement hier à Paris? Des élèves du secondaire ont planché sur le droit? D'abord, c'était formidable parce qu'il y avait des enfants de classe de 6e, de 5e, de 3e, et puis après, après le collège, de lycée, qui venaient exprimer en 5 minutes, de manière construite, une argumentation sur le thème du respect. Et j'étais la chance d'être membre du jury de ce concours, et on était tous, il y avait des professeurs, des inspecteurs d'académie, des confrères, des docteurs en droit, un jury de très haut niveau, et on était tous absolument fascinés par la manière dont ces enfants, jeunes filles, jeunes garçons, ont exprimé leurs idées de manière construite, de manière précise, dans le respect du silence, de l'écoute. C'était tout à fait formidable. Initia Droit, c'est une initiative du barreau de Paris qui remonte déjà à plusieurs années, par laquelle le barreau de Paris propose dans les lycées ou dans les collèges des formations au droit, au sens quelles sont les difficultés de la vie quotidienne, en quoi ça se concrétise en matière juridique, le respect, le contrat, des sujets qui sont sujets juridiques. Je crois qu'on oublie trop qu'on vit dans un monde perpétuellement empreint de droit. Alors, de près ou de loin, beaucoup de gens ont la chance dans leur vie de ne pas avoir à faire à la justice, et c'est tant mieux. D'autres, pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, ont affaire à la justice, et on se rend compte qu'on n'apprend pas le droit à l'école. Il n'y a pas de formation, il y a l'instruction civique, mais des principes juridiques, on ne les apprend pas à l'école, et c'est dommage, parce que je pense que c'est une matière qu'on a besoin de connaître, même qu'on soit avocat ou pas. De la même manière qu'on fait 1 an de philo en terminale, faire 1 an de droit au lycée, par exemple, Exactement. Ce serait une bonne idée? Exactement. Et souvent, les Français, vous le dites, sont démunis lorsqu'ils sont confrontés au droit dans leur vie quotidienne, un contentieux lié au droit à la consommation. Ça peut être une interrogation au moment d'un divorce, d'un héritage. Il y a aussi le droit du travail lorsqu'on est confronté à un licenciement. Vous qui êtes avocat, quel conseil vous donnez à un Français qui s'interroge? Est-ce qu'on peut s'initier soi-même au droit? Est-ce qu'il faut lire des livres avant d'aller voir un avocat? Alors, il y a des sondages qui montrent de manière intéressante que sur, je n'ai pas les chiffres précis, mais sur la grande majorité des questions ou des problèmes de la vie quotidienne,
le simple fait de qualifier que ces problèmes sont des problèmes juridiques est déjà une difficulté. C'est-à-dire que la majorité des citoyens de notre pays ne savent pas appeler un problème juridique une situation qui leur arrive. Vous parliez de voisinage, vous parliez de relations dans la famille, vous parliez de... Donc là, il y a déjà une première démarche qui est une démarche de compréhension de ce que la situation dans laquelle on se trouve, conflictuelle, difficile, délicate, est une situation juridique, qui appelle donc une réponse juridique. Donc déjà sur cet premier apprentissage, on parlait de formation au lycée, c'est très bien. La deuxième démarche, c'est d'aller se renseigner. Alors c'est vrai qu'on peut aujourd'hui trouver sur Internet des plateformes, des informations juridiques. C'est très difficile lorsque l'on n'est pas juriste de faire le tri entre ce qui est utile, pertinent, nécessaire, pas nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, chacun peut trouver des réponses ou à des pratiques ou techniques ou juridiques. Évidemment, je conseillerais d'aller voir plutôt les avocats, mais ça c'est plus par amitié pour ma profession et pour mes confrères. Mais je pense que cette réponse, elle peut être trouvée auprès de notaires, elle peut être trouvée auprès des huissiers, elle peut être trouvée auprès des professions juridiques, qui sont les professions juridiques réglementées, qui sont en contact en permanence avec le public et qui vont permettre à ces personnes de qualifier juridiquement leurs difficultés. Avant de nous quitter, Olivier Cousy, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes candidat au poste de bâtonnier au barreau de Paris ? Merci. Effectivement, j'ai été appelé par un certain nombre de confrères pour me présenter aux prochaines élections en décembre, qui sont les élections pour devenir bâtonnier au 1er janvier 2018, et je suis candidat dans cette élection. Et on peut expliquer en quoi consiste ce poste de bâtonnier du barreau de Paris ? Alors d'abord, c'est un poste qui est bicéphale. Il y a un bâtonnier et un vice-bâtonnier, et j'ai eu le grand honneur d'y aller avec une confrère formidable qui s'appelle Nathalie Roret. Donc nous formons un duo, bâtonnier, vice-bâtonnier, et l'objectif, c'est pendant 2 ans de diriger l'ordre des avocats du barreau de Paris, et d'y exercer des missions de discipline, des missions administratives, des missions techniques, des missions dans l'intérêt de la profession et des confrères de Paris. Merci Olivier Cousy. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et candidat au bâtonnat. Merci. Merci à vous.